C'est très bon pour la croissance du bébé jusqu'à 24 mois et ça devient de plus en plus catastrophique au fur et à mesure qu'on avance dans sa vie. Parce que AVS avec Philippe Robichon. Docteur Delabeau, médecin nutritionniste, inventeur de la chrononutrition, oui, validé en 1994. Plus de 25 ans Oui. de chrononutrition. Oui. Hein. Et 20 ans depuis presque le premier bouquin et la chrononutrition 2020 sort cette année. Alors ça, c'est un peu retardé parce que j'ai voulu refaire quelques détails qui étaient importants. Je me suis un peu bagarré, comme toujours, avec Laure Paoli, mon éditrice, parce que je trouve toujours à redire à ce que je pense. Et je l'ai d'ailleurs menacé de le mettre de faire un e-book avec la version intégrale. Elle m'a dit non, on va faire ce que tu veux. J'ai des arguments qui frappent, tu vois. Ah, je le sais, je suis habitué, moi. Oui. Bien, alors la chrononutrition qui obéit aux règles de la chronobiologie humaine, comment ça s'organise finalement ? Tu sais que tu commences à m'étonner, tu as presque tout compris, dis donc. C'est bien, hein, vous avez vu ça, oui, c'est bien. Au bout de... C'est bien, ouais. au bout d'un bon nombre d'années. Comment, docteur Delabeau, est-ce Oui. qu'on passe de la chronobiologie humaine à la chrononutrition ? C'est l'application. La chronobiologie, c'est la théorie. La chrononutrition, enfin, c'est l'aspect, c'est même pas la théorie, puisqu'on l'applique, on en fait la pratique, mais c'est une découverte scientifique primordiale qui explique comment l'être humain doit manger. Mon boulot a tout simplement été de dire comment on doit manger, voilà les façons de manger qui correspondent à la chronobiologie humaine. Nous parlons aujourd'hui de la vérité sur les produits laitiers, docteur Delabeau. Oui. Il est difficile de se débarrasser d'habitudes et d'idées reçues, notamment sur le lait et les produits laitiers, puisque pendant des années, on nous a dit que c'était bon pour la santé, que c'était bon pour nos os, c'était bon pour la croissance aussi également. Alors, c'est très bon pour la croissance, c'est très bon pour la croissance du bébé jusqu'à 24 mois, et ça devient de plus en plus catastrophique au fur et à mesure qu'on avance dans sa vie. Parce que le lait contient un facteur de croissance et a fortiori, quand on a arrêté de grandir, si on continue à prendre un facteur de croissance, on est sûr qu'à partir de l'âge de 60-70 ans, on aura de l'arthrose partout. Et on aura des articulations qui vont se coincer les unes après les autres. Pourquoi ? Parce que le lait contenant des facteurs de croissance, quand l'os ne peut plus grandir en longueur, il grandit en largeur au niveau des articulations, puisqu'au niveau des articulations, il garde des cellules qui sont toujours actives et qui peuvent grossir. Et malheureusement, on se met à faire de l'os tout autour des articulations, si bien qu'on coince tout. Et ça peut se coincer complètement. Depuis 20 ans qu'on fait ces émissions, docteur Delabeau, l'image du lait est de plus en plus controversée. Elle s'éternise. C'est vrai qu'il y a 20 ans, dire qu'il ne fallait plus boire de lait... Tu te souviens, Philippe ? Bah ouais, c'était... et pourtant, ce qu'on constate, c'est que la consommation des produits laitiers et du lait ne baisse pas quand même. Ce qui veut dire... Si, elle a baissé. Elle commence à baisser. Elle baisse à la proportion, et ça c'est très amusant, elle baisse à la proportion du nombre de gens qui mangent chrononutrition. On est passé de 30 000 personnes à 7 millions de personnes actuellement. C'est encore insuffisant pour inverser complètement la tendance, mais je continue à y travailler férocement et sans relâche pour qu'on atteigne au moins une quinzaine ou 20 millions de personnes. Et là, c'est fichu, c'est terminé, le lait, ça disparaît. Alors, l'industrie laitière, docteur Delabeau, met en avant le calcium. Quel est le rôle du calcium pour le corps, par exemple ? Le calcium est extrêmement important pour le corps, mais ce que met en avant l'industrie laitière, c'est une ânerie, et ils le savent très bien. Ils ont d'ailleurs, de ce côté-là, je les trouve tout à fait malhonnêtes. Il est bien connu qu'une portion de fromage de 100 grammes va avoir l'équivalent de calcium de 2 litres de lait. Pourquoi ça va les 2 litres de lait qui va contenir des facteurs de croissance, du lactose et de la crème, au lieu de prendre tout simplement du fromage, qui va être l'aliment le plus actif pour obtenir du calcium en grosse quantité dans l'organisme. Il n'y en a pas 36. Tous les fromages sont bons, ils sont plus ou moins gras, mais ils contiennent tous pratiquement autant de calcium. Et ils contiennent beaucoup plus de calcium que la plupart des autres produits. À quoi il sert le calcium dans notre corps ? Il sert pour les os, mon ami, particulièrement pour tenir. Attention, il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que le calcium va aider les os à avoir une solidité, mais il est le ciment. En fait, il est un ciment, mais l'os est vivant. Il ne faut pas croire que l'os, c'est un bout de bois. Ça n'a rien à voir. Il est vivant, il contient des cellules protidiques, des cellules de protéines qui vont être des cellules vivantes, qui vont aider cet os à être toujours en vie et qui va aider à garder une souplesse pour les os. Et l'ennui, c'est que quand l'os vieillit et qui durcit et qui devient et ça devient comme du bois, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'en vieillissant, il durcit en fait. Il durcit parce que les cellules vivantes diminuent au fur et à mesure. Et pour éviter ça, il faut
faire régulièrement de l'exercice, pas comme une brute, c'est pas la peine, il suffit de marcher, il suffit de monter les escaliers, il suffit de bouger, il suffit de prendre le bus, de descendre, enfin d'avoir une vie active mais normalement active, sans faire des folies, sans aller faire des trucs idiots qui risquent de vous abîmer le cœur. Le fait que vous bougiez, que vous sortiez, que vous rentriez chez vous, ça aide à ce que votre corps reste en parfait état sur le plan du squelette. Mmh. Attention, parce que le corps, ça n'est pas que le squelette, c'est aussi les organes, c'est principalement le cœur, le cerveau, le pancréas, l'intestin qui n'est pas un deuxième cerveau, ça c'est une stupidité aussi, mais qui est un organe qui est utile, tout comme le foie est extrêmement utile et important. Et il faut savoir que certains organes peuvent disparaître, on survit, d'autres non. On peut perdre sa vésicule, c'est pas grave. On peut être dératé, on dit toujours courir comme un... Dératé. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a plus de rate, oui. On survit très bien, ça n'empêche absolument. On peut très bien vivre avec un seul poumon ou un seul rein, mais on n'a qu'un cœur, s'il s'en va, c'est foutu. Hein. Alors quand on dit, docteur Delabeau, le lait fortifie les os, c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est faux. C'est faux. C'est faux, et alors c'est doublement faux, et ça c'est vraiment la double erreur, hein, c'est la punition double, l'effet qui se coule à l'envers, c'est que non seulement le lait ne va pas être utile quand vous vieillissez parce qu'il ne contient pas suffisamment de calcium par rapport à d'autres aliments beaucoup plus riches, mais en plus il est facteur, selon une étude anglaise sortie l'année dernière, tu te souviens, j'en avais parlé sur l'émission, et vous pouvez la retrouver sur Internet d'ailleurs, sur les vidéos, non seulement il n'est plus utile, mais il est dangereux parce qu'il peut provoquer des fractures, et notamment des fractures au niveau des hanches et au niveau des genoux ou des pieds, chez les gens âgés, parce qu'il fragilise l'os. Les Anglais ont découvert que la consommation de laitage ne contenant pas suffisamment de calcium risquait de fragiliser les os au lieu de les améliorer. Donc c'est l'effet exactement inverse de ce qu'on voudrait. Alors, bon conseil, ne mangez pas de laitage autre que du fromage quand vous avez fini de grandir, et même pendant la croissance, il est mieux de manger du fromage que d'aller prendre des laitages qui n'ont pas autant d'utilité pour le fonctionnement du corps. Et pour les femmes à la ménopause, dont on dit qu'il faut vraiment, alors à ce moment-là, faire bien attention, avoir sa dose de calcium, puisque les os seraient plus fragiles à ce moment-là. Ma réponse est simple, Philippe. Ou vous arrivez à la ménopause, vous n'avez jamais mangé chrono et vous commencez à manger chrono et vous protégez vos os, ou vous mangez chrono depuis toujours. Il y a des gens qui mangent chrono depuis 30 ans maintenant, qui m'ont suivi. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucun souci à vous faire, vos os ne risquent rien. Je vais donner un exemple précis. Mon épouse a fait une fracture du bassin, on lui a fait une ostéotomodensitométrie, étant donné qu'elle avait fait ça à 81 ans. Et on s'est inquiété à juste titre, ils ont fait une ostéotomodensitométrie et on a découvert avec stupeur qu'elle avait exactement la même ostéodensitométrie qu'une femme de 40 ans. Et à ce moment-là, c'était drôle parce que la nana elle lui dit, attendez madame, il y a un problème là. Mais puis elle regarde la radio et dit, Delabeau, vous êtes en famille avec le docteur Delabeau? Il dit, je suis son épouse. Et là, la radiologue elle dit, d'accord, j'ai compris. Quand on parle du lait aujourd'hui, docteur Delabeau, c'est plus du tout le lait qu'on allait chercher à la ferme il y a quelques années. Alors malheureusement, en plus, c'est encore plus grave. Quand le lait qu'on allait chercher à la ferme, il était très gras, il contenait énormément de crème, il était nourrissant, il était solide, il faisait du bien. On en a tous bu dans notre enfance. J'en ai bu jusqu'à assez tard parce que je faisais énormément de judo et c'est un aliment extraordinaire pour un judoka. Mais dès que j'ai arrêté de faire du judo, j'ai eu intérêt à l'arrêter vite fait parce que alors là, je prenais des kilos au fur et à mesure des mois. Il faut donc, c'est un aliment qui peut être excellent pour certains sportifs, pour certains efforts, mais malheureusement, si vous arrêtez le sport, il faut immédiatement arrêter d'accompagner vos efforts avec du lait parce que c'est une catastrophe. Parce qu'on a commencé, nous, à boire du lait avant l'arrivée des lobbies. Oui, mais bien sûr, on a bu du lait. On a bu du lait sous Mendès France. Oui, on a bu du lait de tout temps. Tout gamin. Sous Mendès France, j'étais pas tout à fait né, docteur Delabeau, mais... C'est vrai? Ah oui, non. Ah bon? T'es si jeune que ça? Oui, je ne croyais pas si jeune. Non, même Mendès France, franchement. Mais non, mais c'est vrai. C'est ta faute avec ta barbe, ça cache tout. Mais docteur Delabeau, on a toujours bu du lait, finalement. On a toujours bu du lait, et on a bu du lait surtout dans les fermes et dans les campagnes, mais il faut savoir une chose, si vous voulez, parce que les gens, souvent, maintenant, on veut des preuves. Vous avez raison. Après tout, le doc, il pourrait raconter n'importe quoi. De ce côté-là, vous n'avez pas de souci à vous faire, ça risque pas de m'arriver. Mais je peux vous donner des exemples précis. Les régions, quelles sont les régions où les gens ont le plus d'arthrose vertébrale, arthrose de hanche, arthrose du genou? Quelles sont les régions? Alors, la Bretagne, la Bretagne et les pays le Massif central. Alors, on a conclu que, et ça m'a toujours fait marrer, qu'il faisait très humide en Normandie, en Bretagne et dans le Massif central, que donc c'était l'humidité.
raté. C'est pas du tout l'humidité, c'est le fait que ce sont des régions d'élevage de vaches et de bœufs, et ce sont des régions d'élevage et de laitage. Et c'est dans ces régions-là, il est évident que les paysans vont pas s'amuser à manger n'importe quoi, ils vont boire du lait, ils en boivent toute leur vie, et ils ont des arthroses, mais absolument incroyables. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un produit laitier, finalement ? On appelle un peu tout. À partir du moment où il y a du lait au départ, on appelle produit laitier. On va appeler produit laitier des flambises, des machins, des yaourts, enfin tout ce qui contient du lait est produit laitier. Alors, attention, parce qu'on va maintenant jusqu'à pousser la perversité, jusqu'à appeler produit laitier des laits de soja. Ça n'a jamais été un produit laitier. Et je ne comprends pas. Normalement, le mot lait a été interdit pour d'autres produits que le lait animal. Et on continue à parler de lait de soja, on continue à parler de lait d'amande, on continue à parler de lait de coco, ce qui est dangereux pour des gens ignorants qui ont nourri leurs enfants avec ces laits-là parce qu'ils pensaient que c'était la même chose. Et c'est dramatique parce qu'on a eu des morts chez les gamins à cause de ça. Le lait, alors dans les produits laitiers, on le voit à peu près, mais par exemple, il y a des aliments où le lait est présent, sans qu'on le voit. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire si c'est en petite quantité. Si le lait est ébouilli, ce qui le modifie considérablement et qui va transformer le lactose. Si on utilise des produits en petite quantité, il est évident qu'il vaut mieux utiliser de la crème qui ne contient plus de lactose ni de facteur de croissance, puisque là, on est sûr d'avoir un produit qui est un produit laitier pur, sans les ajouts qui sont liés au fait que le lait doit servir au petit veau, au petit tigre, à n'importe quel animal, mammifère, y compris l'homme, à grandir et à grossir le plus vite possible. Ce sont les fameux facteurs de croissance donc de la vache. C'est ça, finalement, qui est embêtant pour nous. N'importe quel animal mammifère. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, parce que c'est une question qui revient souvent sur le lait de chèvre. Oui. Par exemple, est-ce que le lait de chèvre ou le lait de jument, par exemple, contient moins de facteurs de croissance ? Non. Il contient... Alors, il est différent. Le lait de jument, à ma connaissance, faudrait que je vérifie, mais a priori, le lait de jument contient plus de protéines que le lait de vache. Parce que les juments mangent des graines, et ils sont à l'herbe l'été, ils mangent de l'herbe, ils sont bien dodus, ils sont bien gras. C'est d'ailleurs pour ça que les végétariens s'étonnent toujours d'avoir du ventre. Désolé, mais regardez comment sont les vaches ou comment sont les chevaux. Quand on met un cheval à l'herbe, il revient, il a pris au moins 40 cm, 50 cm de tour de taille, si c'est pas plus. Et puis dès qu'on les remet à l'avoine, il ne faut pas les mettre au blé parce que ça les rend fous, parce que c'est trop nourrissant et ça risque de les tuer d'ailleurs. Mais si on les remet à l'orge, à l'avoine, au seigle, le ventre diminue à toute allure parce que la nourriture la plus adaptée pour un cheval, c'est actuellement, parce qu'on a quand même modifié l'ordre des choses, puisqu'autrefois un cheval il bouffait que de l'herbe, mais il mangeait aussi des graminées, et il mangeait aussi des céréales sauvages. Donc il mangeait quand même des protéines, mais en petite quantité en plus. Ce que vous nous dites finalement, c'est que le lait de vache n'est pas adapté à l'être humain. Il est adaptable, mais c'est pas la meilleure des choses. Vous avez d'ailleurs une proportion notable de bébés qui supportent pas le lait de vache et qui supporteront très bien. Le lait de jument est très très bon. Il est plus proche parce que c'est pas la même alimentation. L'ennui, c'est que il coûte la peau des fesses, et deux, c'est difficile d'en trouver. Oui. Mais et pourquoi les bébés sont alors ils sont quoi, intolérants, allergiques ? Faut pas confondre intolérance et allergique. L'allergie, c'est quand votre système immunitaire refuse un produit. Et ça peut être n'importe quel produit. Votre corps a décidé que ce truc-là, il n'en voulait pas. Et donc, il y a une réaction. Alors, ça va depuis les yeux qui pleurent, le nez qui coule, des démangeaisons partout, des rougeurs partout. Au pire, et c'est très dangereux, la gorge qui se met à gonfler. Et c'est ce qu'on appelle l'œdème de Koenk, puisque c'est Koenk qui a trouvé ce truc-là. C'est un médecin nordique, je ne sais pas d'où il sort. Et à ce moment-là, c'est hyper dangereux parce que les voies respiratoires se bloquent, elles se ferment et on meurt d'asphyxie. Donc ça, c'est vraiment très très dangereux. Mais sinon, il y a les intolérances. L'intolérance, par exemple, mon épouse est intolérante au gluten. Ouais. Si elle mange un truc dans lequel il y a du gluten, elle gonfle comme une baleine dans la demi-heure qui suit, alors qu'elle est mince comme un fil et toute belle. D'ailleurs, elle s'appelle Guylaine. Elle a adoré le jour où je lui ai dit « Ah, bonjour baleine ». Elle m'a dit « Si tu te crois malin ».
pas du tout aimé mon humour ce jour-là. Donc finalement, là c'est une intolérance. On parle d'une intolérance. Une intolérance. Ouais. Et l'intolérance, elle se manifeste par elle a différentes manifestations. La plus connue étant au niveau du gluten, c'est dans l'intestin. L'intestin se met à gonfler parce qu'il déteste le gluten et il gonfle pour essayer d'échapper à la nourriture qu'on lui a collée dedans. Docteur Delabeau, la vérité sur les produits laitiers ce matin. On vous a souvent entendu parler du lactose. Ouais. Pourquoi est-ce que le lactose est l'ennemi de notre silhouette ? Le lactose est l'ennemi de notre silhouette à partir du moment où on a fini la première phase de notre croissance, c'est-à-dire de 0 à 24 mois. Le lactose, considérez-le comme les fusées qu'on branche sur Ariane pour qu'elle décolle. On met 2 fusées, une de chaque côté de la fusée principale, elle décolle avec ces fusées, et au bout d'un temps assez court d'ailleurs, les 2 fusées se détachent puisqu'elles ont lancé la fusée principale qui va continuer. C'est exactement le même processus dans ce qui concerne les petits animaux mammifères et les enfants. Le lait est destiné à propulser vers une croissance maximale et vers un poids maximum le bébé, quel qu'il soit, que ce soit un bébé chat, un bébé chien ou un bébé humain. Et donc, c'est très utile, c'est indispensable à la vie, mais ça ne sert plus à rien après 24 mois. Chez l'être humain, chez d'autres, chez l'éléphant, c'est un peu plus, suivant les animaux, la durée est variable, mais il y a là le moment du sevrage, et le sevrage doit être arrêté si on veut que l'enfant croisse de façon régulière et normale. Et qu'il ne soit pas, comme vous voyez actuellement, si votre enfant est bien dodu, bien gros alors qu'il a 10 ans, commencez par vous poser la question, il faudrait peut-être que j'arrête le lait, le yaourt, les crèmes dessert et tout ça, parce que ne vous faites pas d'illusions, c'est parce que votre enfant continue à boire et à manger des laitages qui ne sont plus adaptés à son âge, qu'il a grossi et qu'il va grossir terriblement. C'est d'autant plus regrettable que c'est mauvais aussi pour le fonctionnement cérébral. Parce que le lait contenant énormément de produits apaisants, votre gamin, il est sans arrêt sous... Imaginez que vous l'avez mis sous Prozac ou machin à petite dose. Eh bien, c'est exactement pareil. Le problème, c'est qu'en plus, ça aggrave les choses chez les hyperactifs. Donc, c'est la double peine. Le lactose, c'est quoi ? C'est un sucre ? Un quadruple sucre. Alors, qu'est-ce que vous appelez un quadruple sucre, docteur Delabeau ? Du sucre. Le lactose se transforme en galactose dans la digestion, et le galactose va se transformer en sucre. Donc, le lactose va produire 2 gélules, 2 parts de lactose qui vont se transformer à leur tour en 2 parts de sucre. Donc, le lactose, c'est 4 fois du sucre dans l'organisme. Mais la même chose que le sucre blanc, enfin... Mais le sucre blanc, c'est un saccharose. D'accord. Mais c'est un concurrent, si tu veux. Le saccharose, c'est le niveau arrivé au niveau du glucose. On a 3 sucres principaux, le saccharose, le glucose et le fructose. Le fructose est dans les fruits et on trouve le glucose, notamment dans le miel. Alors, le miel est un triple sucre. Il contient les 3. Il contient du saccharose, du lactose, il me fait rire, du glucose et du fructose. Alors, je note, en même temps que vous parlez. Il contient les 3. Fait des mimiques qui me font marrer. Quels sont les produits les plus riches en lactose, docteur Delabeau ? Ah bah c'est le lait. C'est le lait. Ah bah c'est le lait. Le lait est très riche en lactose. Et puis, ce sont les laits qui contiennent du lactose. D'ailleurs, ça porte le nom de lactose parce que c'est le sucre qu'on va trouver dans le lait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle la lactase, par exemple ? Ah, très intéressant. Justement, venons-en à ça. Parce que le mot ressemble. La lactase, c'est l'enzyme que va fabriquer le bébé pour digérer son lactose. D'accord. Le bébé va fabriquer énormément de lactase, puisqu'il va vivre pratiquement uniquement avec du lait pendant 1 an, et puis ensuite, ça va diminuer. Et il faut diminuer progressivement le lactose, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis, mais arrêtez d'en donner à partir de 24 mois, c'est dangereux et c'est mauvais. Parce que tant que votre gamin, et là vous allez comprendre pourquoi certaines d'entre vous n'aiment pas manger de la viande, tant qu'on aura mangé et bu du lait et des laitages contenant du lactose, on ne peut pas manger de viande. Parce que la lactase, c'est l'enzyme qui fait digérer le lait, et cette lactase est l'ennemi juré de la protéase, qui est l'enzyme qui fait digérer la viande. Ah, j'aime pas la viande, docteur. Je dis toujours dans ces cas-là, chère madame ou mademoiselle, commencez par arrêter de boire du lait et par manger des yaourts, et vous allez voir que la viande, curieusement, vous allez l'aimer. Et ça marche à tous les coups. Parce que tu ne peux pas aimer la viande quand tu dis aimer, quand les gens disent je n'aime pas.
en fait, ils se punissent sans le savoir, parce que c'est pas qu'ils aiment pas la viande, ils peuvent pas la manger. Et alors, si tu leur dis, alors, ça vous fait comment quand vous mangez de la viande? Et le discours est identiquement le même, que ça soit une mamie ou une gamine, parce que malheureusement, ça agit à tous les âges. Ah bah, je prends une bouchée, je peux pas, j'ai un mal de chien à la manger, alors je la mange quand même, ou il y en a qui la recrachent, et puis je peux plus. Eh ben, tout simplement parce que l'estomac qui est bardé de lactase, ben, il veut pas de cet aliment-là, et le cerveau primitif dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ce truc-là? Je sais pas le digérer. Donc, on rejette. Les produits laitiers contiennent également de la caséine. C'est quoi la caséine? C'est du gras. Enfin, c'est un gras complexe, c'est compliqué. Ouais. La caséine de lait, c'est une des proportions. C'est une protéine et un gras, pardon. La caséine. La caséine, c'est la partie protéique. J'ai failli dire une grosse bêtise. Il y a une partie caséine, une partie protéique. Vous avez une partie gras, la crème, et vous avez une partie sucre, le lactose. Et vous avez en plus, dans ce qu'on appelle le petit lait, les facteurs de croissance, qui sont des enzymes qui favorisent la croissance. Est-ce que c'est ça qui fait grossir? Non. Les facteurs de croissance font grandir. D'accord. Ce qui fait grossir, c'est le lactose. Alors, un autre mot, l'acide butyrique. Oui, c'est l'acide du beurre, c'est l'acide gras du beurre, contenu dans le beurre. Il y a aussi l'acide palmitique qui est contenu dans l'huile de palme. Tu as aussi l'acide... t'as l'acide... Oh là là, il y en a 43 en tout. Alors, d'accord. Je ne les ai pas retenus tous. Hein. Oui, mais vous, paradoxalement, vous n'interdisez pas le beurre, docteur Delabeau. Si on a du cholestérol, si. Parce que le beurre contient énormément d'acides gras saturés, dont l'acide palmitique et dont l'acide butyrique, qui sont redoutables. Il faut savoir que le beurre, il est bien de s'en passer. Alors, je vais faire pleurer toutes les filles qui habitent en Bretagne et qui sont habituées au de la mode de beurre. Avec du sel dedans, ce qui est encore pire pour la tension. Mais c'est très mauvais pour les articulations passé un certain âge. Oui, il vaut mieux éviter de beurre. Dans les programmes sportifs de haut niveau, j'interdis le beurre en leur disant ne prenez pas un truc qui va vous bousiller les articulations. Vous les mettez déjà, vous les soumettez à un effort violent. C'est vraiment pas la peine d'aller mettre du beurre là-dedans. Bon, alors qu'est-ce qui se passe au niveau du lactose dans le fromage? Le fromage n'a pas de lactose? Ben non, parce qu'il est digéré. Alors, soit le lactose, il est dans le petit lait. D'accord ? Quand tu prends un fromage pressé, ils sont pressés à une pression énorme. Un fromage pressé, 100 grammes de fromage pressé, c'est 2 fois moins gros que 100 grammes de fromage fermenté. Ça, tout le monde le sait. Là, tout simplement parce qu'il a été pressé violemment, il a été pressé de façon précise pour extraire complètement la partie lactose et la partie petit lait. On enlève le petit lait, complètement. Quand le fromage est cuit, de la même manière, il va se réduire considérablement et on va exprimer comme ça toute la partie sucrée, toute la partie lactose va partir aussi. Quant au fromage fermenté, ça c'est beaucoup plus marrant, c'est rigolo, c'est on met sur le fromage, on donne au fromage des levures qui vont lui permettre, ce qu'on appelle la présure aussi, pour mettre dans le lait, et cette présure, cette levure, va peu à peu manger tout le lactose. Et plus le fromage est fait, moins il y a de lactose dedans. D'accord. Quand le fromage, si vous mangez du fromage blanc, il y a du lactose. Quand vous mangez du fromage frais, il y a du lactose. Quand vous mangez des petits Suisses, il y a du lactose. Quand vous mangez des yaourts, alors il y en a encore plus. Et quand vous prenez du lait, il y en a un maximum. Donc, plus vous allez réduire, vous allez donc réduire, puis diminuer et réduire à presque zéro. Alors, il y a toujours une petite quantité de lactose. Dans le fromage, oui, c'est amusant ce que tu me dis là parce que. J'ai regardé aussi parce que je me suis amusé à faire le test. Regardez, Alors, c'est amusant parce que je vais te dire, j'étais en cours hier, tu le sais, puisque là, j'ai laissé mes élèves à un collègue pour ce matin pour venir discuter avec toi avec bonheur et avec vous tous, bien sûr. Mais j'ai parlé justement hier, une de mes élèves, totalement ignorante de ça, m'a posé exactement la même question que toi et on est allé sur Internet pour que je lui montre comment c'était. Et le lait, les fromages fermentés gardent 0,1 ou 0,2 de lactose, c'est-à-dire pratiquement rien pour 100 grammes. 20 centigrammes, c'est vraiment rien du tout. Et c'est pas gênant. Et puis, un fromage totalement fait n'en contient plus du tout. Un bon Neuchâtel, tu sais, qui pue un peu et qui devient jaune d'or. D'ailleurs, c'est très curieux parce que les fromages qui sont blancs au départ prennent de la couleur en vieillissant. C'est tout simplement parce que les levures prennent de plus en plus de place dedans. Dites-vous bien que plus un fromage est fait, meilleur il est pour votre intestin. Parce que les levures sont des saprophytes, c'est-à-dire... Alors, saprophyte, ça s'écrit pas ça plus loin profite. Hein. Ça s'écrit S-A-P-H-R-O-C-Y-T-E. Ah bah oui, c'est pas tout à fait pareil. Au Scrabble, on fait du chiffre, docteur Delabeau, là.
Là, c'est bon, là. Ah ben, quand je la sors sur les trucs des mots et tout, alors, j'ai 120 de réponses. C'est qu'autrefois, on nous conseillait, quand on prenait des antibiotiques, de manger des yaourts. Mais bien sûr. Alors, des yaourts. Vous vous souvenez, ça, on disait manger des yaourts, justement, pour les intestins, pour nourrir les intestins. C'était malheureusement une erreur. En fait, il faut manger du fromage. Et il ne faut pas manger des fromages cuits ou des fromages, il faut manger des fromages fermentés. Et l'idéal, c'est de manger, je viens de te le dire, un fromage bien fermenté pour qu'il ait un maximum de levure dessus et dedans. Et la couleur des fromages, qu'elle soit, quand il est bien blanc, ça veut simplement dire qu'il y a une couche de levure importante. Et si vous laissez votre fromage, ça je l'ai vu l'autre jour, ça m'a amusé parce que ma femme me dit « Oh là là, faut le gratter, t'as vu, il est blanc ». Moi je dis bah, « Pas du tout, je le gratte pas ». Les levures qu'il y avait sur la surface de mon camembert étaient descendues sur la tranche et commençaient à envahir la tranche. Et ma femme était horrifiée, elle me dit « Ah, t'as vu ?» J'ai dit « Bah non, c'était tout à fait physiologique et au contraire, c'est très bien. Je vais avoir encore plus de levure pour mon intestin. » Mais cette idée que finalement le yaourt était bon pour les intestins, elle vient d'où ? Bon, vraisemblablement de l'industrie agroalimentaire, faut pas se faire d'illusions. Quand tu vois un truc comme ça, c'est comme l'histoire de Mendes France disant « Buvez du lait ». C'était pas parce qu'il fallait boire du lait, c'est parce qu'on ne savait plus quoi en faire. Donc il fallait boire du lait. Après la guerre. Après la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une surproduction de lait énorme et ben, il ne sait plus quoi faire du lait. Ces gros malins, au lieu de faire du fromage, surtout que le fromage. Mais à l'époque, il faut reconnaître, il faut quand même comprendre que à l'époque de Mendes France, c'est-à-dire juste après la guerre, vous n'aviez pas la modernité de conservation qu'on a maintenant. La conservation par le froid est un moyen extraordinaire de ne pas foutre en l'air tout. Il faut que vous sachiez qu'il y a des réserves de beurre en Europe qui sont gigantesques et qui sont conservées. Tu savais pas ça? Bah non, parce qu'en plus, le beurre a monté, le prix du beurre a énormément monté ces dernières années. Il y a des réserves de beurre un peu partout. Il y en a peut-être moins en ce moment, il y en a peut-être plus. Peut-être qu'on l'a remis sur le marché. Mais du beurre à très basse température qui est conservé dans des congélateurs absolument énormes. Et on fait pareil pour d'autres. Et moi, c'est ce que je dis intellectuellement. Arrêtez de faire des sottises en important des trucs l'hiver qui viennent de partout. Mais bon sang, congelez-les et puis vous mangez-les quand il y en a plus. Au lieu d'aller faire des 20 000 km à un produit, ce qui coûte une fortune et qui en plus pollue la planète. Et ça, c'est vrai, c'est pas comme le paix des vaches. Alors, il y avait un vieux truc qu'on faisait également, c'est qu'en cas d'intoxication, on disait buvez du lait, c'est un antipoison. Oui. Alors, c'est pas. C'est une fausse croyance, ça ou pas? C'est une fausse croyance parce que ça a rien d'antipoison. En revanche, le lait a été utilisé, je l'ai utilisé contre les ulcères de l'estomac. Les ulcères de l'estomac, vous n'avez pas idée de ce que c'était parce que vous vivez tous et toutes, vous êtes trop jeunes pour le savoir, mais je peux vous dire que c'était épouvantable. On opérait les gens de l'estomac parce qu'on n'arrivait pas à guérir les ulcères et pour empêcher qu'ils fassent une perforation de l'estomac, on coupait une partie de l'estomac. Donc on n'a rien inventé avec la sleeve. Et si la sleeve a été faite, c'est parce qu'on s'est rendu compte que quand on coupait une partie de l'estomac, les gens mangeaient beaucoup moins. Donc la sleeve, c'est pas une invention, c'est simplement l'aggravation de quelque chose qui n'était pas idiot du tout. Mais au niveau des ulcères, on donnait du lait. Et on donnait du lait et on faisait même des injections de lactoclase. Le lactoclase, c'était une injection intraveineuse ou intramusculaire. Je crois que c'était ça devait être intramusculaire, ça faisait terriblement mal au cul. C'était vachement... D'accord. Mais alors, c'était une suspension, tout ce qui est suspension hydrique en injection est très bien supporté par l'organisme, on sent rien. Ça fait pas mal aux muscles, mais tout ce qui est suspension oléagineuse, je peux te dire que ça fait sacrément mal aux fesses. Et alors le lactoclase, Shkoun, c'était fait pour amener du lait sous une forme. On amenait certainement du lactose et ça, c'était censé améliorer considérablement. Bon, en fait, ça ne servait pas à grand-chose. C'était avant les inhibiteurs de la pompe à proton. Ça a été une découverte incroyable, ça. C'est un des plus grands progrès que la médecine ait jamais fait. Les antibiotiques. Je mets les inhibiteurs de la pompe à proton au niveau d'intelligence et d'utilité, au même niveau que les antibiotiques. C'est vraiment très très bien. Il y a certains médicaments qui sont des découvertes absolument extraordinaires.